Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Après les révélations choc, quelle réponse au scandale des EHPAD? Le 26 janvier dernier sortait en librairie le livre Les Fossoyeurs, fruit de 3 années d'enquête journalistique sur la réalité des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Un livre mettant en lumière les mauvais traitements supposés infligés au nom de la rentabilité à des résidents d'établissements privés, le tout sur fond de détournement d'argent public et de copinage politique. Je ferai preuve, et avec Brigitte Bourguignon, nous y veillerons, croyez-moi, à la plus grande sévérité si ne serait-ce qu'un pourcentage des faits qui sont allégués dans le livre devait s'avérer vrai, et nous donnerons tous les moyens pour vérifier la réalité de ces faits. Croyez-moi, Madame la députée. Madame la ministre nous a dit qu'elle allait faire des inspections, des contrôles, et nous sommes très heureux d'avoir ces inspections et ces contrôles. D'ores et déjà, nous savons que plusieurs accusations sont infondées, j'en ai la preuve. D'après des témoignages que j'ai obtenus ces derniers jours de la part de salariés encore en poste dans le groupe Orpea, le groupe serait en train de prendre un certain nombre de dispositions avant que ces contrôles n'aient lieu. Des membres du service RH se seraient rendus dans plusieurs résidences du groupe pour vérifier que tout soit en ordre. À quelques mois de l'élection présidentielle, la sortie de ce livre a donc, bien sûr, fait l'effet d'une bombe, suscité l'indignation générale, incité des familles à sortir du silence et appelle désormais, surtout, des réponses fortes de la part des autorités. Alors, au-delà de l'émotion, comment les pouvoirs publics peuvent-ils mettre fin à ces pratiques? En réduisant sans cesse les moyens de contrôle de l'État, les politiques n'ont-ils pas contribué à créer les conditions d'une maltraitance généralisée envers nos aînés? Sans remise à plat profonde de la manière dont les personnes âgées dépendantes sont prises en charge dans notre pays, cette maltraitance ne risque-t-elle pas de perdurer malgré les déclarations d'intention? Voici les questions essentielles que l'on se pose cette semaine dans le Fil d'actu. Nous ne sacrifierons jamais la qualité de l'accompagnement, la qualité des soins, à quelque notion de rentabilité que ce soit. Ce n'est pas dans notre ADN, ce n'est pas ce qui nous a construits. Je comptais mes biscottes, mes morceaux de sucre, mes micro-pains. Donc tout était rationné pour arriver à la fin des objectifs qu'ils m'étaient fixés. 4,20 €. Pour un repas? Non, par jour. Les résidents ont une douche par semaine en payant 3 500 € par mois. C'est pas normal. Ce qui pourrait confiner à de la maltraitance institutionnelle si cela devait être avéré dans un ou plusieurs EHPAD, d'un ou plusieurs groupes. C'est tout l'objet des enquêtes que nous menons. Tout le sens de cette enquête, c'est de raconter qu'on parle souvent de maltraitance, d'actes isolés. Mais là, ce qui se passe, c'est que le personnel soignant se retrouve obligé d'être maltraitant parce qu'il fait face à un système qui produit ces dysfonctionnements. Ce que je raconte grâce aux témoignages de très nombreux soignants, mais aussi ensuite, j'ai dû remonter plus haut dans l'échelle décisionnelle, rencontrer des directeurs régionaux et des gens du siège, de tous les services, qui m'ont raconté méthodiquement justement le système mis en place par les dirigeants de ce groupe, qui est d'abord un système de réduction des coûts extrêmement violent. On avait des ordres et c'était comme ça, c'était pas la faute du personnel, c'était la direction qui nous imposait tout ça. La vérité, quelle est-elle? Ça n'est jamais arrivé? Ça n'est jamais arrivé? Mais non, pas du tout, ça n'est jamais arrivé. Enfin, jamais arrivé. Si c'est arrivé une fois, j'en douterais. On ne faisait pas attention à lui, on l'a laissé plusieurs fois de suite dans son lit, du matin au soir, sans qu'il n'y ait d'activité, sans faire attention au fait qu'il ait mangé ou pas. On lui a servi des repas qu'il n'a pas touchés et qu'on lui a retirés. Ce que me racontent les cuisiniers d'Orpea, c'est que dans ces 4 €, il faut aussi inclure les repas du personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de budget en plus pour le personnel administratif, le directeur, les directeurs adjoints, etc. Donc en plus de ça, avec les 4 € qu'on leur a donnés pour leurs 100 résidents, ils doivent aussi faire manger le personnel. C'est impossible. Mais bien sûr que nous sommes Orpea, enfin, on n'agit pas comme ça. Nous sommes, nous, dans le soin, dans la bienveillance, dans le service. Jamais des choses pareilles peuvent arriver. Pour réduire encore, ils demandaient aux gens qui voulaient de l'eau gazeuse une ordonnance médicale, une prescription médicale. Pareil pour le jus d'orange. J'ai un document là qui m'indique qu'il n'y a pas de jus d'orange au petit déjeuner, sauf si vous avez une ordonnance. À l'époque, vous payez combien le séjour? Alors moi, j'avais pris la chambre la plus basique, puisque je pensais sortir ma mère. D'accord. Donc j'avais pris une chambre de 20 mètres carrés à 6 500 € par mois. Ah oui, c'est le premier prix, 6 500 €. C'est le premier prix. Et donc ça pouvait monter jusqu'à combien par mois? 12 000.
D'accord. Et ça, c'est sans les frais complémentaires. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que nous avons lu ne correspond absolument pas à la réalité de la vie dans nos établissements. Donc, pardonnez-moi, vous allez porter plainte contre l'auteur et son éditeur. Nous allons prendre toutes les mesures judiciaires qui s'imposent, bien sûr. Ça fait 2 semaines que maintenant le livre est sorti. Ni Fayard ni moi n'avons reçu la moindre plainte en diffamation. Des résidents en situation de dépendance, dans l'incapacité de manger sans l'aide de quelqu'un, se retrouvant purement et simplement privés de repas pour cause de manque de personnel. D'autres, atteints de troubles cognitifs sévères, laissés à macérer dans leurs excréments pendant des heures pour réduire les dépenses en protections hygiéniques, limitées à 3 par jour en toutes circonstances. Ou, pire encore, le cas de cette résidente arrivée en bonne santé physique et morte quelques semaines plus tard des suites d'escarres non soignés, contractés faute d'un matériel médical adapté et dissimulés à la famille des jours durant. Autant de faits sordides et d'événements atroces relatés par le journaliste indépendant Victor Castanet dans son livre Les Fossoyeurs, publié aux éditions Fayard. Des faits qui, à l'en croire, auraient eu pour cadre les bords de Seine, pourtant très luxueuse maison de retraite située à Neuilly-sur-Seine et servant de vitrine au groupe privé Orpea, leader mondial sur ce que l'on appelle aujourd'hui le marché de la dépendance. Des révélations fondées sur le témoignage de centaines de personnes, résidents, proches ou professionnels ayant eu des liens avec l'établissement, qui ont bien entendu profondément choqué l'opinion publique, mais qui ont également eu le mérite de libérer la parole sur les mauvais traitements infligés à nos anciens au sein des structures supposées prendre soin d'eux. Depuis 2 semaines, les signalements aux autorités de faits passés ou présents semblent se multiplier. Et nul doute que le coup de projecteur donné par le livre Les Fossoyeurs à la question de la maltraitance en EHPAD ne manquera pas d'entraîner des suites judiciaires et la prononciation de sanctions exemplaires en cas de manquement avéré de la part de certains établissements. Pour autant, si une question nous intéresse particulièrement ici, c'est bien celle des suites politiques à donner à ce scandale. Autrement dit, la question de savoir comment les pouvoirs publics peuvent agir pour que ces affaires de maltraitance ne se répètent pas encore et encore, broyant à chaque fois ceux dont la nation devrait prendre particulièrement soin. Or, depuis la parution du livre de Victor Castanet, nous avons eu droit à nombre de réactions indignées au sommet de l'État. La ministre déléguée à l'autonomie Brigitte Bourguignon, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, jusqu'à Emmanuel Macron en personne, chacun a pu, à loisir, exprimer son profond dégoût ou son écœurement face aux faits révélés. Pourtant, il est difficile d'imaginer l'exécutif tomber des nues, découvrant avec stupeur et effroi, en même temps que le grand public, les horreurs décrites dans Les Fossoyeurs. Et ce, pour la simple et bonne raison que le contenu du livre fait tristement écho à d'autres faits déjà rendus publics, rapportés aux autorités par le défenseur des droits au printemps dernier, et donc connus de nos dirigeants depuis au minimum plusieurs mois. Le 4 mai 2021, le défenseur des droits, une autorité administrative indépendante, rendait en effet public un rapport portant sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD. Un rapport faisant état d'actes commis sur des résidents d'EHPAD, facilités par la perte de leur autonomie et constitutifs de maltraitance, contraires au principe de respect de la dignité de la personne humaine. Les faits rapportés allant du non-respect des protocoles d'hygiène élémentaires à des cas de malnutrition et d'insuffisance d'apport en eau, en passant par la pratique de la contention physique, soit le fait d'attacher des résidents pour pallier le manque de personnel. Surtout, le rapport du défenseur des droits prenait bien soin de souligner que si la maltraitance pouvait parfois provenir d'actes individuels, elle était aussi et surtout causée par des carences d'organisation liées à la pénurie de personnel, à la rotation importante, à l'épuisement des professionnels ou au manque d'encadrement. Une négligence des droits fondamentaux des résidents survenant en particulier lorsque les considérations d'ordre organisationnel et budgétaire devenaient prédominantes. Voulez-vous répondre à ma question? Les personnes âgées ne ressentent pas la douleur, selon vous? Mais bien sûr que les personnes âgées ressentent de la douleur. Eh bien, ça fait du bien de vous l'entendre dire. Bien sûr, mais bien sûr, on ressent tous de la douleur. Comme on a rationné à 4 € par jour, qu'on avait des carences en personnel, et que donc ça crée des problèmes de dénutrition importants, Orpea a trouvé une solution en 2015. Tous les cuisiniers que j'ai rencontrés me l'ont raconté. Ils se sont mis à utiliser une poudre hyper protéinée qui s'appelle Protipulse, qui est remboursée par la sécurité sociale, évidemment. Et donc, pour compenser les carences en personnel et le rationnement à 4 € par jour, Orpea
sur prescription médicale, donne de la poudre à ces personnes âgées, à ces pensionnaires. Quand vous êtes une personne âgée, que vous avez ces âges-là, un des derniers plaisirs qui vous reste, c'est la nourriture. Et que quand on vous donne de la soupe avec de la poudre dedans, immangeable, eh ben vous arrêtez de manger. Et donc les plateaux repartent comme ça. Et ça atteint et votre morale et votre santé. Et très vite, vous avez des syndromes de glissement où les gens se laissent dériver très vite. Donc ce système-là, ultra poussé d'optimisation des coûts, il a des conséquences directes et extrêmement brutales sur le bien-être des personnes âgées et leur santé. On a une crise, on la découvre, on est tous d'accord sur le plateau, on découvre ça. Aujourd'hui, de ce que nous apprenons aujourd'hui n'est normal, c'est absolument révoltant. Qu'on puisse, on l'a appris avec le livre qui vient d'être publié. D'abord, je vous redis à quel point je suis bouleversé par ce qui a été écrit, ce qui est dit, ce qui traduit une réalité dans un certain nombre d'établissements. Nous avons rendu un rapport début mai sur les droits fondamentaux des personnes accueillies en EHPAD. Nous avons fait un certain nombre de recommandations, et dont une recommandation phare qui est un minimum d'encadrement et de salariés pour s'occuper de ces personnes âgées. Et le ratio de personnel que nous demandons est de 8 personnels pour 10 résidents. Sachez qu'en Allemagne, c'est 10 pour 10. Donc la demande de 8 sur 10 n'a rien d'extravagant. Et c'est bien là que se situe le nœud du problème. Ce que met en évidence le défenseur des droits, ce que met en évidence Victor Castanet dans son livre, ce n'est pas une maltraitance qui serait le fait d'une poignée d'infirmières sadiques ou d'aides-soignants incapables de discernement. Ce qui est en cause ici, c'est bel et bien une organisation des établissements pensée, rationnelle, qui, parce qu'elle est conçue pour répondre avant tout à des objectifs de rentabilité, pousse nécessairement vers une généralisation de la maltraitance. Un système où les résidents sont davantage perçus comme des vaches à lait ou des machines à cash que comme des êtres humains, et où tout est bon pour faire des économies sur leur dos, au mépris même des critères élémentaires de dignité. Le rationnement des protections hygiéniques destinées aux résidents en phase avancée de la maladie d'Alzheimer constitue sans doute le symbole parfait et horrible de cette tendance. Pas plus de 3 couches par jour et par personne, peu importe le contexte, peu importe si la personne a par exemple une gastro-entérite. Les personnels ont le devoir d'appliquer cette consigne et de toute façon, les stocks sont organisés de manière à ce qu'elles ne puissent pas être outrepassées. Mais cette rationalisation à l'extrême des coûts, qui transforme progressivement les EHPAD en machines à broyer, se retrouve bien entendu dans la gestion du personnel. En sous-effectif chronique, nombre d'établissements se trouvent dans l'incapacité de répondre aux besoins des résidents en termes d'aide à la personne. Un cadre de santé passé par Orpea évoque ainsi la présence d'une seule soignante pour 33 résidents et le fait que certains se retrouvent privés de repas, faute d'un encadrement humain suffisant. Pour remédier à cela, le défenseur des droits évoque une des réponses trouvées par les structures, le fait de mixer systématiquement les repas des personnes qui auraient juste besoin que quelqu'un leur coupe leur viande, ou encore une organisation de la journée avec des repas resserrés, contraire aux recommandations de santé sur les délais entre les repas, mais plus conforme aux contraintes organisationnelles d'établissements en grave manque de personnel. Un manque de personnel s'expliquant là encore par la volonté des structures de faire des économies à tout prix, y compris, souvent, au mépris de la légalité. Ainsi, alors que les établissements, pourtant privés, bénéficient de financements publics importants, précisément pour assurer la meilleure prise en charge possible des personnes dépendantes, le livre Les Fossoyeurs évoque des fraudes massives, des contrats à durée indéterminée imaginaires, mais facturés à la sécurité sociale, pour des emplois en réalité occupés de manière intermittente par des vacataires embauchés pour 2 ou 3 jours. Un acte considéré par la loi comme du détournement d'argent public. Dans la même veine, il semblerait que la pratique consistant à gonfler les factures des fournisseurs, par exemple acheter du matériel médical à 1,5 fois son prix réel, pour ensuite se partager la différence sous le manteau, le tout pour profiter à 100% des fonds de l'assurance maladie et du département, soit monnaie courante dans le milieu. Là encore, un détournement d'argent public initialement supposé permettre une prise en charge optimale de nos aînés. Si vous voulez, cet argent public doit bénéficier à 100% aux personnes âgées. Ils n'ont pas le droit de faire de marge dessus. Et il me rapporte que le groupe captait, au moins de manière indirecte, une partie de cet argent public qui n'allait pas au bénéfice des personnes âgées. Effectivement, je pense que le sujet le plus sensible, il est là, sur la manière dont le groupe
à gérer l'argent public. Et ça s'est fait par un certain nombre de mécanismes comptables, difficiles à appréhender quand vous êtes sur le terrain, mais que des gens à haut niveau m'ont détaillé. Mais si ce modèle de gestion des EHPAD a des conséquences tragiques pour les résidents comme pour les professionnels présents sur le terrain, le malheur des uns fait ici bien évidemment le bonheur des autres. Pour les groupes propriétaires, Orpea en tête, comme pour les fonds d'investissement proposant leurs actions en portefeuille, la réussite financière est bien sûr au rendez-vous. L'an passé, le groupe affichait des résultats nets en hausse de 40% sur une année. Son excédent brut d'exploitation, soit l'ensemble de ses bénéfices avant prise en compte des amortissements, représentait un quart de son chiffre d'affaires total, signe d'une rentabilité particulièrement élevée. Surtout, au premier trimestre 2021, cet excédent continuait de progresser plus vite que le chiffre d'affaires du groupe, montrant un business toujours plus florissant. Business construit sur l'enfer des résidents, le racket des familles, le détournement de l'argent des contribuables et le pillage de la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous en faites de ce titre Orpea? On la garde, on a le sentiment que le cours peut quand même monter beaucoup. On aimerait bien qu'il soit un peu plus dynamique. Docteur Marmand, parce que je suis extrêmement confiant sur l'avenir de notre société. Nous avons une visibilité fantastique. Donc nous avons des besoins qui explosent. Et en face de ces besoins, il va falloir créer des nouveaux lits, il va falloir reconstruire des lits qui ne sont pas adéquats. Et ça va représenter 4 à 7 milliards d'investissements qu'il va falloir faire dans les 5 à 10 ans, où évidemment les finances publiques étant, comme vous le savez, un petit peu faibles, il est clair que la part du privé va continuer à se développer. J'ai subi pendant cette enquête un certain nombre de pressions pour éviter d'aller au bout de cette investigation. Et effectivement, il est arrivé à la moitié de mon enquête qu'un intermédiaire me propose une importante somme d'argent pour me dissuader d'aller au bout. C'était 15 millions. 15 millions d'euros. Alors, 15 millions d'euros. Après la pub. Et à vrai dire, si tout cela est bien évidemment choquant, ce n'est malheureusement pas pour nous étonner. Le problème fondamental étant que la prise en charge de la dépendance dans notre pays est soumise à 2 facteurs de risque dont la combinaison ne peut être qu'explosive. Le premier facteur de risque, vous l'avez sans doute compris, c'est que la gestion d'une part importante de ce pan essentiel du secteur médico-social a été confiée à des groupes dont la finalité demeure l'enrichissement. Ce n'est pas un secret, un groupe privé, qui plus est coté en bourse, garde toujours pour objectif premier d'assurer à ses détenteurs d'actifs un retour sur investissement. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est la condition même de sa pérennité. Le problème, c'est que si l'on peut considérer qu'il n'est pas contre-indiqué de faire, par exemple, une source de profit de la fabrication de voitures, et encore la délocalisation de toutes les chaînes de montage françaises ces dernières décennies pourrait sérieusement remettre en cause cette hypothèse, en revanche, quand le sujet est la prise en charge d'êtres humains, et a fortiori de personnes fragiles, en situation de dépendance, la question est tout de suite beaucoup plus complexe. Tout simplement car il peut alors s'avérer extrêmement tentant de rogner sur leur bien-être afin d'augmenter ses marges. Le risque de déshumanisation et d'abus de faiblesse n'est jamais loin, et le cas Orpea en est l'illustration flagrante. Qu'est-ce que vous en faites de ce titre Orpea? on la garde, on a le sentiment que le cours peut quand même monter beaucoup. On aimerait bien qu'il soit un peu plus dynamique. Docteur Marmand, parce que je suis extrêmement confiant sur l'avenir de notre société. Nous avons une visibilité fantastique. En admettant qu'il n'y ait pas d'autre choix que de confier ce type de mission au privé, ce qui est hautement contestable, il est alors nécessaire que les pouvoirs publics aient les moyens d'exercer un contrôle strict, de manière à limiter au maximum les dérives. Malheureusement, en France, des années de politique visant à réduire le poids de l'État dans l'économie ont considérablement restreint, comme on pouvait s'y attendre, ses capacités de contrôle. Et c'est là le deuxième facteur de risque. Quand les dirigeants provoquent le dépérissement de l'État, celui-ci se retrouve dans l'incapacité de remplir ses missions essentielles et laisse donc le champ libre à la loi du plus fort. Le plus fort étant bien sûr ici le groupe Orpea. Dans le groupe, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, les dirigeants, la direction générale se sentaient effectivement tout puissants et dans une impunité totale parce qu'ils savaient leur supériorité sur le public. Là encore, les faits sont sans appel. Entre 2018 et 2021, sur les 568 EHPAD que compte la région, ce sont plus de 1200 cas supposés de mauvais traitements qui ont été signalés à la seule agence régionale de santé des Hauts-de-France. 1200 signalements qui n'ont donné lieu qu'à 90 inspections en 4 ans.
Pour cause, le nombre d'inspecteurs est drastiquement insuffisant. Victor Castanet signale ainsi dans son livre qu'un département comme le Tarn-et-Garonne, où l'on dénombre 45 maisons de retraite au total, ne compte que 2 inspecteurs. Encore pour des raisons administratives, les inspections sont-elles planifiées, parfois plusieurs mois à l'avance, ce qui laisse tout le loisir aux établissements de bien les préparer. Sans compter la difficulté pour les familles à effectuer des signalements dans un contexte où la décentralisation, supposée simplifier les démarches administratives, les a en réalité complexifiées en multipliant les interlocuteurs, parfois mis en concurrence les uns avec les autres. Ainsi, si l'agence régionale de santé et le conseil départemental sont tous deux qualifiés pour contrôler un établissement, le défenseur des droits note que ces autorités ne collaborent pas systématiquement lors du traitement des litiges. Ainsi, une saisine concernant les mêmes faits peut parfois donner lieu à des réponses contradictoires. Un signe, parmi d'autres, d'une désorganisation des pouvoirs publics au détriment des plus fragiles et au bénéfice de quelques-uns. Personnellement, je suis révoltée, scandalisée, choquée par ces révélations, mais aucunement surprise. Pourquoi? Parce qu'ici même, le 9 octobre 2018, j'ai interrogé Madame Buzyn suite aux révélations de maltraitance dans les EHPAD privés à but lucratif. Je lui demandais très clairement de diligenter des enquêtes et de sanctionner au besoin. Or, que s'est-il passé? Tout l'inverse. En audition à l'Assemblée nationale, le DG d'Orpea nous a donné le nombre de contrôles dans ces établissements. 96 en 2016, 75 en 2017, 55 en 2018, 49 en 2019, 18 en 2020, 10 en 2021. Pourquoi, alors qu'en 2018, des scandales avaient été révélés au grand jour par les chaînes télé, avoir diminué les contrôles dès 2017? De plus, quand allez-vous convoquer les vrais responsables de ce scandale? Le fondateur du groupe, le docteur Marian, parti en Belgique après avoir vendu en janvier 2020 toutes ses parts pour 456 millions d'euros. Je ferai preuve, et avec Brigitte Bourguignon, nous y veillerons, croyez-moi, à la plus grande sévérité si ne serait-ce qu'un pourcentage des faits qui sont allégués dans le livre devait s'avérer vrai, et nous donnerons tous les moyens pour vérifier la réalité de ces faits. Croyez-moi, Madame la députée, vous faites, pardonnez-moi, cette facilité, vous tombez dans cette facilité de vouloir imputer au gouvernement ce qui est reproché à un établissement pour personnes âgées. D'accord, Madame la députée, on est habitué à cela. J'allais vous dire, je salue presque votre empressement à venir en tribune de cette Assemblée nous le reprocher. Je crois que les Français ne sont pas dupes. Madame la ministre nous a dit qu'elle allait faire des inspections, des contrôles, et nous sommes très heureux d'avoir ces inspections et ces contrôles. D'ores et déjà, nous savons que plusieurs accusations sont infondées. J'en ai la preuve. D'après des témoignages que j'ai obtenus ces derniers jours de la part de salariés encore en poste dans le groupe Orpea, le groupe serait en train de prendre un certain nombre de dispositions avant que ces contrôles n'aient lieu. Des membres du service RH se seraient rendus dans plusieurs résidences du groupe pour vérifier que tout soit en ordre. Alors bien sûr, nous n'avons pas évoqué ici la moitié des dérives constatées par Victor Castanet dans son ouvrage. On vous incite d'ailleurs évidemment à le lire si vous en avez l'occasion, tout comme le rapport du défenseur des droits qui présente l'avantage d'être gratuit et accessible à tous sur le site de l'institution. Le lien est d'ailleurs en commentaire épinglé sous cette vidéo. Pour autant, on comprend mieux à présent le mal qui ronge le système français de prise en charge de la dépendance. D'un côté, l'exploitation privée de ce qui devrait bénéficier avant tout aux usagers, et de l'autre côté, un affaiblissement organisé des services de l'État qui empêche ce dernier de jouer jusqu'à son rôle d'arbitre. Un cocktail explosif qui ouvre la voie à une déshumanisation absolue des personnes âgées sans qu'aucune autorité n'ait les moyens de l'en empêcher. Certes, la publication du livre Les Fossoyeurs a jeté un pavé dans la mare, et on espère bien entendu que les coupables, si coupables il y a, seront sévèrement punis par la justice. Néanmoins, il est impossible aujourd'hui de se contenter de cela. Plus que tout, pour que cesse la maltraitance sur nos aînés, la balle est désormais dans le camp des politiques, des décideurs, et l'on est désormais en droit d'attendre plus de leur part que des déclarations indignées et des mesures symboliques, comme la création d'une nouvelle autorité indépendante qui n'aura pas plus de moyens financiers et humains que la précédente. L'exécutif actuel, Emmanuel Macron en tête, a-t-il l'intention de retirer la gestion des EHPAD au groupe rapace comme Orpea, afin de sanctuariser ces établissements, protéger les personnes âgées et mettre fin au détournement massif d'argent public? A-t-il l'intention d'utiliser l'argent ainsi économisé pour donner à nouveau à l'État les moyens d'assurer correctement ses missions, sans passer par des dizaines de prestataires soi-disant innovants à l'efficacité plus que limitée?
telles sont aujourd'hui les questions qu'il importe de se poser. Car si Emmanuel Macron ne prend pas ce parti, comme il ne semble d'ailleurs guère décidé à faire, et qu'il choisit au contraire de laisser l'État qui protège dépérir au profit d'une minorité, comme il l'a sans doute un peu trop fait ces 5 dernières années, alors les pensionnaires des maisons de retraite, ceux d'aujourd'hui et ceux qui y entreront demain, ont du souci à se faire. Car alors, si Emmanuel Macron n'agit pas avec force à la racine du problème, il y a fort à parier que les maltraitances continueront encore et encore dans le silence feutré des chambres d'EHPAD, jusqu'à ce qu'un énième livre ne fasse éclater un énième scandale en révélant une énième fois au grand public ce dont tout le monde, au sommet de l'État, avait connaissance, mais qu'aucun dirigeant n'aura eu le courage de faire cesser, alors que toutes les cartes étaient entre ses mains. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a intéressé, vous a permis de comprendre un peu mieux le scandale des EHPAD, on vous invite bien évidemment à la partager autour de vous. De notre côté, on vous avoue qu'on aurait préféré ne pas avoir à faire cette vidéo, la torture infligée aux personnes âgées n'étant vraiment pas notre passion. Mais justement, si l'on veut aujourd'hui que les choses changent vraiment, il importe de s'emparer du sujet à un niveau politique et de ne pas en rester aux indignations de façade. Aujourd'hui, les résidents d'EHPAD n'ont pas besoin de larmes de crocodile, mais bien de décisions fortes. D'ailleurs, si dans cette période d'élection il vous arrive de croiser un politique en campagne, on ne saurait que trop vous conseiller de l'interpeller sur les réponses concrètes qu'il entend apporter au problème. D'ici là, si vous jugez notre travail utile, si vous pensez qu'il apporte un éclairage intéressant et qu'il pose des questions importantes, il vous est possible de le soutenir et de contribuer ainsi au développement de notre chaîne via notre page Tipeee, dont le lien se trouve en description sous la vidéo. Aujourd'hui, si le fil d'actu existe, c'est exclusivement grâce à vous, les tipeurs, qui permettez à l'équipe de s'y consacrer à plein temps. Et surtout, c'est vous qui nous permettez de rester totalement indépendants et donc totalement libres du choix et du traitement de nos sujets. En ce qui concerne l'information, l'argent est bien sûr le nerf de la guerre, et croyez-le, ceux dont nous dénonçons les agissements le savent très bien, eux qui se proposaient d'offrir 15 millions d'euros à Victor Castanet, selon ses dires, pour que son livre ne voie jamais le jour. Donc, merci à vous de nous protéger de ces gens. Merci de garantir notre liberté et notre intégrité, et plus que tout, merci de nous accorder votre confiance qu'on espère ne jamais trahir. Et si vous aussi, vous voulez rejoindre cette merveilleuse communauté de tipeurs, bien sûr, si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure. Ça se passe sur notre page Tipeee en description de la vidéo. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à nos autres réseaux sociaux pour ne rater aucune de nos nouvelles publications. Vous pouvez également laisser un pouce bleu et un commentaire, ça fait plaisir et ça nous donne aussi de la visibilité. On se retrouve très vite pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.